vos questions et je les reprendrai dans le cadre de la conversation et du débat. Et si on a un petit peu de temps, on proposera à l'un ou l'autre de poser directement sa question. Voilà. Alors, le débat, il a été décidé bien avant qu'il y ait le Covid par le CCJ dans le cadre du 60e anniversaire. L'idée, c'était de se poser la question, est-ce que nous avons encore besoin de journalistes? Alors moi, c'est mon métier, donc ma réponse, c'est de dire bien sûr oui. Et c'est pour ça qu'on a invité aussi deux autres journalistes dont c'est le métier. On va voir s'ils diront la même chose, mais je crois qu'il y a de fortes chances qu'ils trouveront que leur métier est encore un petit peu encore utile. Je vais vous les présenter, même si vous les connaissez. Il y a d'abord mon homonyme par le prénom, Jean-Jacques Jespers, 73 ans, journaliste pendant 33 ans à l'RTBF, et il était le présentateur du JT dans les années 80, pour les plus jeunes. Il est aussi professeur de journalisme à l'ULB, il fut mon professeur, et il est actuellement il est président du conseil de déontologie journalistique, et il est aussi bon client pour La Semaine Infernale et l'émission C'est presque sérieux. La Semaine Infernale, c'était il y a plus longtemps. Donc là, il peut jouer son rôle d'homme sérieux parmi d'autres qui sont plutôt clownesques. À ses côtés, face à lui, Stéphane Rosenblatt, qui lui a aussi un long pédigré, mais à RTL, lui, 32 ans à RTL. Stéphane a 60 ans. Il a démarré au début comme correspondant à Paris pendant plusieurs années. Et puis, il est revenu à Bruxelles, d'abord pour être le rédacteur en chef de Bel RTL, puis rédacteur en chef de RTL Télévision. Merci d'enlever les micros. Stéphane Washkop, ce message est pour vous. L'autre Stéphane Rosenblatt, a terminé à RTL comme directeur de la télévision et de l'information notamment. Il avait d'autres titres. Et depuis presque 3 ans, il est... enfin pas depuis presque 3 ans, il a quitté RTL, mais maintenant, depuis quelques mois, il est consultant éditorial à LN24, la nouvelle chaîne d'infos 24 heures sur 24. Donc, ce que je vous propose à tous les deux, c'est d'abord peut-être d'apporter chacun une réaction à la situation d'aujourd'hui, de la période du Covid, qui est propice aux fake news, tout en étant une grande occasion d'audience pour les médias traditionnels. Alors, que vous inspire cette période de confinement du point de vue de votre métier de profession de journaliste? Stéphane Rosenblatt, on commence par vous. Elle m'inspire la vision d'un énorme paradoxe, un paradoxe apparent en tout cas. Parce que d'une part, je pense qu'on peut dire qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalistes et que peut-être il y a une occasion unique de réconcilier l'opinion publique avec les journalistes qui, comme on le sait, faisaient partie des catégories, tu m'entends? Oui, des catégories professionnelles les plus dénigrées ou en tout cas dont la confiance était sans doute la plus basse dans l'opinion. Or ici, d'un côté, on se rend compte du besoin absolument extraordinaire d'information, du besoin de contextualisation, du besoin de décodage face à une information extrêmement compliquée, parfois chaotique, du besoin de débat, de prendre le temps pour expliquer les choses. Et paradoxalement, face à ça, jamais le métier de journaliste n'a été sous pression, à tous les niveaux, pression financière, pression au niveau du stress, parce qu'effectivement, les journalistes, comme tous les autres, eh bien, subissent évidemment la situation et familialement et dans la société. Donc, ils sont des membres comme les autres. Jamais ils n'ont eu besoin d'autant de moyens pour investiguer une situation difficile. Jamais ils n'ont eu besoin autant de temps aussi pour pouvoir investiguer une situation où on sait les paramètres sont multiples, nombreux, compliqués et à nouveau parfois chaotiques. Et face à ça, évidemment, la baisse des revenus commerciaux, publicitaires, en tout cas, que ce soit pour la presse écrite ou les médias privés, entraîne évidemment une pression extraordinaire sur leur métier. Donc, il y a un gros effort qui est effectué d'un côté et un effort, je pense, presque inédit dans la volonté d'être en lien et en contact avec le public pour pouvoir appréhender la complexité de la situation. Et jamais, je dirais, les paramètres négatifs sur le métier n'ont été aussi grands.
on parle en Belgique, là, de situation financière, c'est sans compter, évidemment, dans d'autres pays, les problématiques de liberté d'expression, les problématiques, évidemment, de lois spéciales ou de pouvoirs spéciaux, les problématiques, évidemment, d'intérêt suprême des États dans ces conditions-là, qui veulent absolument dominer l'information au maximum, vu l'impact qu'elle a sur leurs opinions publiques. Donc, oui, on n'a jamais eu autant besoin de journalistes, et cette crise, en fait, révèle, je dirais, l'ensemble des choses et l'ensemble des paramètres et l'ensemble des pressions auxquelles sont subissent les journalistes aujourd'hui, et en même temps dans la nécessité d'effectuer leur métier. Ah, j'entends pas, je ne t'entends pas, Jean-Jacques. Oui. Voilà. Non. Non, on n'entend rien. Non, Jean-Jacques, on ne t'entend pas. Tu dois réactiver Ça, ton vous micro. m'entendez? Voilà. Voilà. Mon ordinateur fait des siennes. Alors, donc, Jean-Jacques Jespers, vous qui êtes le sage président du Conseil de déontologie, est-ce que vous avez aussi cette même impression de ce paradoxe journalistique du Covid? Oui, je crois que Stéphane a dit l'essentiel. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que je crois les journalistes et les médias se sont trouvés ces derniers mois dans une situation absolument unique, inédite. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Une pandémie aussi mondialisée qui touche tous les pays du monde avec des mesures de confinement et de mise à l'écart qui sont prises dans tous les pays ou presque. Et donc, c'est une difficulté fondamentale pour les rédactions, pour les journalistes. Il n'y a pas de vade-mecum pour nous expliquer comment on doit réagir dans des circonstances comme celle-là. Il n'y a pas eu de précédent, donc il n'y a pas eu de ligne directrice non plus, et donc on a dû improviser. Et l'improvisation, je trouve qu'elle est plutôt globalement réussie. Je pense que les médias et les journalistes ont fait leur boulot, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'il y a évidemment la question des moyens qui est derrière, et que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Nous sommes favorisés relativement dans nos pays parce que nous avons des médias qui ont quand même plus ou moins de quoi financer une information de qualité. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, évidemment. Vous savez qu'il y a à peu près 40 pays sur les 193 qui sont représentés aux Nations Unies où la liberté de la presse est une vérité quotidienne et une réalité vécue. Donc, je pense que ça s'est plus ou moins bien passé. Il faut quand même remarquer aussi que cette pandémie a suscité de la part des médias un intérêt assez exceptionnel, parce que si on a rappelé à cette occasion que, par exemple, en 1969-70, la grippe de Hong Kong avait fait plus de morts encore que le Covid-19, sans susciter beaucoup d'intérêt dans les médias, quelques lignes par-ci par-là. On avait d'autres sujets de préoccupation, on était juste après mai 68, etc. Mais il n'y avait pas ce mouvement de mobilisation générale des médias, mais aussi de l'opinion autour de cette question sanitaire. Ça pose quand même question sur notre évolution morale. Est-ce que nous sommes devenus moins tolérants qu'auparavant à la maladie, à la mort, à l'épidémie, à tout ce qui peut affecter notre santé et notre avenir? Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, je n'aime pas beaucoup ce terme, ce sont des régies publicitaires en fait. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé la donne? Est-ce qu'on ne peut plus aujourd'hui faire comme si ça n'existait pas? Est-ce que les gouvernements sont plus attentifs qu'auparavant à leur image? Est-ce qu'ils ont plus peur qu'auparavant de se voir accusés de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir éventuellement causé la mort de certaines personnes, etc. etc. Je crois que nous avons la chance d'être en démocratie, mais cette démocratie, elle a cette caractéristique que peut-être elle a un effet d'amplification sur des phénomènes comme celui que nous venons de vivre. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que malgré le fait que les médias ont, je crois, bien rempli leur mission et leur rôle, il y a eu pas mal d'incertitudes, pas mal de choses dont on n'est toujours pas certain sur les différents aspects de cette maladie, sur les différents aspects de l'épidémie. Et cette incertitude, elle a été reflétée dans les médias, mais elle est le reflet de l'incertitude des décideurs politiques et de l'incertitude des scientifiques qui n'ont pas non plus, et qui ont avoué d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas de réponse toute faite.
Jean-Jacques Jaspers, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les médias en ont parfois trop fait et que du coup, on a très peu parlé d'autres thématiques, surtout pendant le confinement. Là, on voit apparaître d'autres thématiques maintenant en période de déconfinement, mais il s'est passé beaucoup de choses dans le monde dont finalement on a très très peu parlé. Est-ce que cet effet de loupe dont vous parlez, différent de la grippe de Hong Kong, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin dans la monopolisation des thématiques journalistiques avec le Covid? Oui, vraisemblablement, hein, mais ça c'est un phénomène qu'on connaît bien en matière de médias, c'est-à-dire que on a tendance dans l'univers médiatique dans nos pays à focaliser l'attention sur ce qui se passe ici, ici et maintenant, dans nos rues, dans nos villages, dans nos villes. Et même si on sait qu'il se passe des tas de choses ailleurs, c'est toujours ce qui se passe ici qui va avoir la priorité dans les choix éditoriaux. Donc c'est une société qui privilégie évidemment la proximité. C'est une société médiatique qui privilégie aussi les émotions, hein, les émotions collectives, le fait qu'il y a une panique collective, où il y a une solidarité collective avec les soignants, les applaudissements de 8 heures du soir, etc. Tout ça sont des éléments dont on va nécessairement retrouver beaucoup plus de reflets dans les médias que des événements plus lointains, même si ces événements plus lointains sont plus décisifs pour l'avenir de la planète ou plus graves en eux-mêmes. Mais, Stéphane Rosenblatt, vous suivez aussi notamment l'actualité internationale sur LN24. Est-ce qu'on n'a pas un peu laissé tomber certaines régions du monde pour parler de l'émotion? Est-ce qu'on n'a pas rajouté un peu de l'anxiété à l'anxiété? Non, d'abord, pour revenir au côté totalement exceptionnel de la situation, c'est une situation qui couvre à nouveau, en plus des paramètres extrêmement divers et mondiaux à nouveau, et donc universels. Il y a les problématiques de santé, donc les problématiques sanitaires, enfin, problématiques avec tout ce que ça veut dire, comme on l'a dit, sur le confinement et la réalité individuelle, intime que vit finalement chaque citoyen sur la planète aujourd'hui, et dans des circonstances et des conditions vraiment extrêmement difficiles et différentes l'une de l'autre selon les pays et les origines qu'on a sur cette planète. Il y a évidemment les impacts sociaux, les impacts économiques qui sont absolument gigantesques. Donc on peut dire qu'effectivement, je ne vois pas très bien, alors là, sur cet événement, même si je reconnais évidemment aussi que les médias ont tendance, par cet effet de à parfois trop en faire, mais en fait, en la circonstance, je pense que le côté exceptionnel et la diversité absolument extraordinaire au sens littéral des paramètres impliqués dans ces crises mondiales sont tels que je ne vois pas très bien comment on pourrait en faire moins, à vrai dire, que ce soit chez nous, dans un pays comme la Belgique, ou que ce soit voilà, aux États-Unis ou dans n'importe quel point du monde. Alors, bien entendu, oui, la guerre en Syrie a continué, sans doute, même si, par exemple, à Idlib, dont on parlait avec la crise des réfugiés qui a été induite par les combats donc, dans le nord de la Syrie. Bon, alors les combats se sont manifestement calmés durant cette période. Ça n'a absolument pas réglé le problème des réfugiés. Et c'est vrai qu'il est passé totalement, pour l'instant, sous silence, avec pourtant là aussi des impacts potentiels du Covid sur la situation dramatique des réfugiés. Mais je dirais malgré tout, il y a un lien, quelle que soit aujourd'hui la situation universelle que nous partageons, avec le Covid. Donc, on ne peut pas nier l'effet d'émotion. On en a parlé là, hein, Jean-Jacques en a parlé. Oui, elle nous touche. Elle touche les hôpitaux, elle touche les soignants, mais elle touche nos familles. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact profond sur le plan social et qu'il touche là aussi toutes les familles à des degrés divers, avec des impacts stratégiques, des impacts géopolitiques, des impacts économiques. Donc, à nouveau, c'est une situation exceptionnelle. Je ne pense pas, moi, personnellement, que les journalistes en ont trop fait. Et je pense qu'il y a eu un gros effort, et sans doute unique là aussi, si on prend dans l'histoire, par exemple, de la presse belge, un énorme effort de contextualisation, un énorme effort de mise en perspective. Je pense que chacun a essayé de développer des espaces d'explication, des espaces de débat, des espaces de décodage, sentant profondément que c'était une demande qui remontait profondément de l'opinion. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'à nouveau, les journalistes n'ont pas surestimé parfois tel aspect du problème ou surestimé telle polémique qui a pu être engendrée par cette crise. Mais fondamentalement, si on le compare à d'autres crises, je ne parle pas de crises comparables sur le plan de l'universalité, mais des crises, en tout cas, de l'immédiateté et de la réactivité, hein, que ce soit le terrorisme,
que ce soit le 11 septembre ou d'autres, je pense qu'ici, il y a eu beaucoup, c'est mon avis en tout cas, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de prise de conscience et de responsabilité, peut-être parce que si chacun se sentait impliqué, y compris les journalistes peut-être, l'un a peut-être impliqué l'autre, mais il y a eu sans doute un effort pour moi sans précédent, en tout cas de mise en perspective, de prise de recul sur cette situation, si on la compare à d'autres crises. Donc, pour répondre en un mot, non, je ne pense pas qu'on en a trop fait. On a peut-être souvent, peut-être parfois mal fait, mais on n'en a pas trop fait. Alors, il y a une étude de l'UC Louvain qui a été rendue publique il y a quelques jours et qui montre que les médias traditionnels restent la base d'information pour les Belges francophones, mais malgré tout, il y a quand même 25% des plus de 66 ans qui ont reconnu avoir partagé des fake news sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même Surtout les assez principaux important. coupables de la répartition des fake news. Oui, exactement. Et, 32, et à peu près un tiers des Belges interrogés qui pensent que le gouvernement cache des choses. Et il y en a même 11% qui pensent que le virus a été fabriqué dans un laboratoire. Donc, ça, c'est un petit peu tout. On parle ici plus de fake news. Et donc, malgré la force des médias traditionnels, la théorie du complot a toujours beaucoup de succès. Pourquoi, Jean-Jacques J'espère? Mais je pense que dans une interview récente dans le Soir, Olivier Klein, qui est professeur de psychologie sociale à l'ULB, donne des clés pour expliquer cette faveur particulière des fake news et des théories du complot et des conspirationnismes. Il dit qu'en fait, quand nous regardons la réalité, quand nous regardons ce que l'on nous dit, ce que l'on croit savoir du monde dans lequel nous sommes, nous avons tendance à considérer pour vrai ce qui correspond à notre propre vision du monde et à considérer comme douteux ou faux ce qui va à l'encontre de notre propre vision du monde. Et il est vrai que sur les réseaux aujourd'hui, sur les réseaux numériques, on trouve tout, absolument tout, des choses sérieuses, des choses parodiques, des fake news, des rumeurs, enfin, et aussi des prises de position personnelles de monsieur tout le monde, et que tous ces contenus sont diffusés et sont perçus et sont reçus à égalité, de la même façon. Donc, si tout se vaut, mais finalement, rien ne vaut. Hein, il est très difficile dans cet univers-là de faire le départ entre ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas. Et c'est une des choses un des défis auxquels les médias aujourd'hui et les journalistes sont confrontés, c'est d'émerger dans ce maelstrom de données, d'informations, de fausses informations et de rumeurs qui circulent sur les réseaux. Et parmi ces données, parmi ces fausses ou vraies nouvelles, chacun va un peu puiser ce qui le conforte dans ses idées, dans ses préjugés, dans ses croyances. Et c'est ces croyances qui sont désormais déterminantes quant à la question de savoir si c'est la vérité ou si ce n'est pas la vérité. Et il y a d'ailleurs un paradoxe intéressant relevé dans cette étude qui dit, comme vous le disiez, que les théories du complot rassurent finalement, d'une certaine manière, hein, parce qu'on a raison, hein, mais à la différence des experts qu'on a beaucoup vus sur les chaînes de télévision et dans les médias de manière générale, qui eux sont source d'angoisse. Parce qu'ils n'ont même pas, parfois, ils n'ont pas toujours le même avis. Stéphane Rosenblatt, ces experts, on croit que finalement, ils vont apporter de l'information objective et rassurée, et en fait, ça ne rassure pas. Vous avez constaté ça? Malgré tout, il y a une différence là aussi, y compris dans la nature des experts sur cette crise, de la nature des experts sur d'autres crises qu'on a pu connaître. Je pense qu'il y a eu un effort important, justement, parce que nous savons aujourd'hui à quel point la sensibilité est forte par rapport à tout ce que vous venez de décrire sur la réalité des fake news et du mauvais usage des réseaux sociaux. Et je pense que plutôt que, comme c'est souvent le cas, faire venir des gens qui viennent débattre de manière parfois gratuite au nom de compétences ou d'expertise relatives qu'ils peuvent avoir sur tel problème, je pense qu'aujourd'hui, on a vu effectivement des scientifiques, on a vu des médecins venir non pas débattre, mais venir essayer de contextualiser à nouveau la réalité. Maintenant, la réalité, elle est anxiogène. La réalité, elle était évolutive. La réalité entre le début de la crise et là où nous en sommes aujourd'hui, y compris sur la gravité de la situation, ou pour certains, la non-gravité, ou
le fait que nous allions surpasser relativement facilement cette situation. Et puis maintenant, sur le déconfinement, avec des visions différentes, bien sûr, c'est anxiogène. Bien sûr, ça crée évidemment une angoisse. Pour tous ceux qui voudraient revenir, comme c'est le cas, je pense, de nous tous, à une situation normale, nous rendant compte que ce retour à la situation normale ne viendra certainement pas dans un avenir prévisible. Mais à nouveau, je pense qu'il y a eu, ou il y a actuellement quand même une prise de conscience et une responsabilisation. Quand je parlais effectivement de réconciliation possible entre l'information dite traditionnelle, c'est-à-dire avec la prise de conscience de la nécessité du recoupement, la nécessité de la citation des sources, la nécessité effectivement de la prise de recul et du traitement professionnel des données journalistiques dans la manière de les synthétiser, d'essayer d'en trouver effectivement la justesse. Je pense qu'il y a un moment qui est peut-être un moment peut-être sera loupé, je ne sais pas, mais qui aujourd'hui, on le voit, parce que certains sondages ont été réalisés, qui montrent qu'il y a au-delà de la consommation, vous l'avez dit, dans les pays d'Europe, 90% en fait, des populations regardent des rendez-vous ou consomment de l'information traditionnelle pour s'informer sur la crise du Covid, mais avec un niveau de satisfaction qui est certainement beaucoup plus élevé que le niveau de satisfaction et de confiance des crises précédentes. Maintenant, de nouveau, comme l'a dit Jean-Jacques, oui, il y a la manière de se réconforter, de réaffirmer ses propres positions face à des réseaux sociaux. Vous avez parlé de régie publicitaire. Oui, tu as parlé de régie publicitaire, mais c'est aussi effectivement une machine de propagande extraordinaire qui est utilisée évidemment là par des forces politiques assumées dont l'objectif est de faire passer une certaine vision de cette crise comme une vision des autres crises ou d'autres moments, ou une vision globale de la société. Et donc, c'est extrêmement difficile quand, sous couvert à nouveau d'opinion spontanée, sous couvert de forums, sous couvert d'échanges d'idées, il y a une extraordinaire machine, et là, littéralement, de propagande qui est en place, dans le but de recruter, effectivement, les convictions de ceux qui ne demandent qu'à réaffirmer leurs propres convictions avec des objectifs politiques à court, moyen et long terme. On le voit de manière extraordinaire aux États-Unis, par exemple, pour l'instant. Et donc, il y a ce combat, qui est un combat, je dirais presque à la vie et à la mort, mais dans lequel, par rapport à d'autres moments clés de l'information, je pense entre autres à nouveau aux élections américaines de 2016 ou d'autres, où, je dirais, le journalisme, que ce soit le journalisme écrit, que ce soit le journalisme audiovisuel, a peut-être plus la main qu'il ne l'a jamais eu dans les crises précédentes. Et a en tout cas une opportunité de rétablir à nouveau une forme de confiance qu'il avait, il faut le reconnaître, largement perdue, étant apparentée aux autres institutions dont on sait à quel point elles ont perdu la confiance de l'opinion aujourd'hui. Et c'est là la seule vision optimiste que je pense qu'on peut avoir, mais ça passe par du boulot qui est d'autant plus difficile à nouveau que les moyens et que la pression sur les moyens n'a jamais été aussi grande, et que donc pour réussir ce pari, eh bien, il faut démontrer effectivement qu'on peut faire le boulot et d'une bonne manière, ce qui est compliqué quand la pression sur les moyens est celle qu'on connaît aujourd'hui. Le boulot du journaliste est finalement assez compliqué puisqu'il doit informer, il doit combattre les fake news d'une manière ou d'une autre. Est-ce que parfois, certains ne vont pas dire qu'il ménage certains politiques? On pense en Belgique aux énormes critiques sur les réseaux sociaux contre Maggie de Bloch, où des gens s'étonnent que finalement les journalistes n'ont pas l'air d'épouser toutes les demandes sur les réseaux sociaux, sur les masques, sur toutes ces données-là. Est-ce que le rôle du journaliste est aussi d'être un journaliste militant, Jean-Jacques Jespers? Tout dépend du média pour lequel on travaille. Il y a des médias militants dans lesquels il y a des journalistes qui font leur métier tout à fait correctement, mais qui sont évidemment impliqués dans une prise de position politique. Dans les grands médias d'information professionnels, généralement, c'est pas ça qu'on attend des journalistes. On attend qu'ils amènent des éléments pour le débat. C'est vrai qu'il y a eu, par exemple, des critiques très très vives sur la manière dont la ministre de la Santé publique à gérer cette crise, mais ces critiques, on les a retrouvées dans beaucoup de médias, elles ont été relayées, elles n'ont pas été reprises en compte par les journalistes, ce n'est pas leur boulot, mais elles ont été citées, relayées, montrées. C'est évidemment difficile de faire naître des polémiques. Ce n'est pas le rôle des médias d'information professionnelle de faire naître des polémiques, c'est d'en rendre compte, de les relayer d'une certaine manière, d'essayer de voir si elles ont un fondement. Et je crois que plusieurs fois, à plusieurs reprises,
posé des questions et on a fait des bilans sur la manière dont les autorités dans les différents pays, mais en Belgique en particulier, ont géré cette crise. Et ces bilans n'ont pas été complaisants. Ce qui a peut-être manqué, c'est un débat vraiment fondamental sur cette fameuse question qu'on commence à poser maintenant. Est-ce que le remède n'a pas été pire que le mal? Là, je pense que personne n'a vraiment posé cette question et que les médias, par conséquent, ne s'en sont pas fait l'écho non plus. Or, ça aurait pu être la question fondamentale autour de laquelle le débat public aurait pu tourner. C'était sans doute une question qui était difficile à poser à un moment donné lors du débat, qui est peut-être plus facile à poser aujourd'hui, Ouais. après, à la fin du confinement, enfin, au début de la fin du confinement, qu'avant. Stéphane Rosenblatt, sur le rôle du journaliste, vous avez la même vision? Oui, mais il y a des attentes, il faut reconnaître qu'il y a des attentes contradictoires dans l'opinion, et c'est normal vis-à-vis du rôle même du journaliste. On le voit bien, qu'est-ce qu'on attend du journaliste? Être le relais finalement des mesures de santé publique relayées donc, et décidées par le gouvernement. On voit bien que lorsque, je prends par exemple un sujet qui a été diffusé au JT de la RTBF ce week-end sur le début du déconfinement familial et qui montrait les rencontres familiales de grands-parents avec leurs petits-enfants, les embrassades qui se faisaient évidemment aux dépens de la distanciation sociale, qui ne respectaient en rien les règles de distanciation sociale, mais qui révélaient simplement une réalité qui était la réalité des retrouvailles et qui sans doute devait être multipliée par X ce week-end en Belgique. Et alors, il y a eu des critiques très dures d'une part qui ont été faites contre la famille elle-même, mais contre le média, parce qu'ils n'avaient pas rappelé de manière suffisamment claire quelles étaient les règles de distanciation sociale et expliqué que ce que faisait la famille qui était montrée dans ce sujet était en fait illégal au regard des règles qui étaient décidées par le Conseil national de sécurité. Bon, c'est juste un exemple pour illustrer, mais les attentes contradictoires, les journalistes sont là, c'est vrai, pour rappeler, pour contextualiser et expliquer quelles sont les mesures sanitaires qui protègent notre santé à tous, mais nous ne sommes pas le porte-voix du gouvernement pour décréter ce qui est légal et illégal, et surtout pour ne pas montrer la réalité. Or, aujourd'hui, à nouveau, je pense que dans l'opinion, de par le côté anxiogène et légitime dans lequel nous vivons tous, il y a en même temps une attente vers les journalistes pour qu'ils rassurent eux-mêmes, pour qu'ils rassurent et qu'ils rappellent qu'ils soient les accompagnateurs en fait de la pensée et des décisions et d'accompagner en fait les décisions du Conseil national de sécurité. Alors qu'effectivement, on le voit bien quand des polémiques éclatent, hein, comme sur l'hydrochloroquine ou sur plus que sur les masques, sur les remèdes, que très vite, alors il y a ceux qui demandent pourquoi on ne débat pas plus sur la réalité de l'efficacité de ces traitements, et d'autres qui disent, mais enfin, c'est absolument absurde et tout à fait stérile d'entamer des débats là-dessus. Donc, bien sûr, il y a autant, et c'est logique, il y a autant de diversité dans les attentes de l'opinion. Nous sommes à nouveau avec cet énorme privilège de pouvoir vivre en démocratie dans un moment comme celui-ci où un gouvernement ne nous tombe pas dessus avec un marteau pilon pour nous faire tous taire et faire passer la pensée unique de la décision sanitaire, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, ça nécessite de redéfinir quel est le rôle en fait du journaliste. Le rôle du journaliste n'est pas de provoquer, effectivement, il est simplement d'essayer de faire la part des choses dans ce qu'est la réalité. Ça n'a pas été facile, hein, entre le début à nouveau et la situation actuelle dans laquelle nous sommes dans cette crise, de relayer les débats lorsque les débats éclatent dans la société, ou éclatent entre les experts, ou éclatent au sein du monde politique. Mais le journaliste est souvent attendu par une partie de l'opinion comme ayant une responsabilité sur la bonne marche de la politique menée d'un côté et l'attente d'autres, et au contraire d'être en permanence le trublion, ou en tout cas celui qui va remettre en question fondamentalement. Bon, moi je pense que le journaliste, il est là pour poser les questions, pour poser les bonnes questions et pour essayer de trouver les réponses qui sont celles aux questions que se posent l'ensemble de nos citoyens aujourd'hui.
Alors, on voit aussi que dans d'autres pays, il est parfois plus difficile d'exercer son métier de journaliste. On se doute qu'en Chine, on n'a pas eu toutes les informations sur ce qui s'est passé là-bas, et dans d'autres pays, les informations sont très parcellaires, voire très pilotées par le gouvernement. Alors, quels sont nos moyens, nous, ici, de pouvoir faire la part du vrai et du faux? Est-ce que les correspondants sur place, comme le propose Sylvie Pauffet en parlant de Valérie Dupont en Italie, sont une manière de bien suivre l'actualité, Jean-Jacques? Oui, sûrement. Plus on est au contact de la réalité, mieux on en rend compte, ça c'est évident. Euh, Cela dit, comme disait Stéphane, il y a des attentes très contradictoires dans le public. Ce qu'on attend du journaliste, c'est parfois qu'il fasse de la communication plutôt que de l'information. C'est-à-dire qu'il relaye des messages qui sont en fait des messages incitatifs, des messages qui ont un but de collectif, ou éventuellement de santé publique, mais aussi de sécurité. Et alors que leur job, c'est pas ça. Leur job, c'est de regarder ces messages et de voir dans quelle mesure ils sont justifiés, dans quelle mesure ils sont explicables, dans quelle mesure on peut leur faire confiance, etc. C'est d'avoir un regard extérieur sur la réalité et sur la politique de communication des autorités. C'est ça qui caractérise la liberté de la presse. C'est ça qui est impossible dans les pays où la liberté de la presse n'existe pas. C'est le regard critique sur la politique de communication du gouvernement. Quand le gouvernement chinois communique sur le Covid-19, eh bien, personne en Chine n'a le droit de contester ou de regarder d'un œil critique cette politique de communication. Ça va être le cas aussi peut-être en Hongrie, en Pologne, dans un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, où quand même se posent des questions de plus en plus dures et de plus en plus graves sur les libertés publiques. Ce qui est quand même une des choses les plus préoccupantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que les réseaux charrient absolument tout et n'importe quoi, et que donc il est extrêmement difficile pour le public, pour le citoyen, pour le consommateur de médias, de se faire une idée de la crédibilité de ce qu'il lit, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Moi, j'ai toujours préconisé, c'est une chose qui me semble une bonne idée, j'ai toujours préconisé que les médias professionnels qui pratiquent le journalisme de manière professionnelle, c'est-à-dire effectivement en recoupant les sources, en étant critique par rapport à la communication, que ces médias professionnels s'attribuent un label, une marque, une sorte de marque de crédibilité qui pourrait éventuellement leur être retirée s'ils ne la méritent plus, mais qui permettrait aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs de se faire une idée de ce qu'ils sont en train de consommer comme information. Et ça, c'est une des pistes qui ont été avancées déjà depuis longtemps en France, en Belgique, aux États-Unis. Et apparemment, elle n'avance pas très bien, elle n'avance pas beaucoup. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Il y a aussi des systèmes de loi, comme en France, où il y a une loi qui était votée, qui est en train d'être votée contre les fake news. Est-ce que c'est une solution, Stéphane Rosenblatt, ça? Oui, mais je voudrais quand même revenir un instant de nouveau sur le rôle des réseaux sociaux et la tendance qu'on a de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que autant on en parle et on en reparle, tout l'aspect effectivement débordement, propagande, fake news, etc. Ne jamais oublier que dans ces pays dont on parle, la Chine, la Russie et d'autres, les réseaux sociaux ou les techniques numériques d'information comme outils permettent à des lanceurs d'alerte, avec des moyens limités, de faire un boulot. Vous posez la question de comment effectivement faire circuler l'information. On l'a vu en Chine, des gens avec un courage extraordinaire qui le payent par l'emprisonnement et c'est encore souvent, je pense, une peine légère à côté des risques qu'ils courent. On le voit en Russie ou ailleurs, utilisent les réseaux sociaux et utilisent les moyens numériques légers qui sont à leur disposition et qu'on a tendance aujourd'hui à condamner de manière unilatérale aujourd'hui, pour faire un boulot d'information et un boulot qui est impossible à faire pour tout correspondant étranger au contact avec la réalité d'un pays. Et on l'a très bien vu à Wuhan, avec ces 2 lanceurs d'alerte qui ont vu la réalité dans les hôpitaux et qui sont parvenus à démontrer à quel point la réalité démontrée par le pouvoir, qui avait tendance évidemment, on le sait aujourd'hui, à la sous-estimer, et la réalité extraordinaire, au sens littéral de nouveau, du nombre de morts et de la crise arrivée très tôt, ce sont de nouveau des journalistes citoyens. C'est un nom qu'on a tendance à galvauder aujourd'hui et à dénoncer
mais dans ces pays, heureusement qu'il y a des citoyens, tout simplement, qui prennent la caméra, qui prennent un smartphone et qui vont au contact de la réalité, quoi qu'il en coûte, y compris parfois de leur propre vie. Et on le voit en Russie actuellement aujourd'hui et dans d'autres pays, ou en Iran, pour faire connaître à leur propre opinion et en dehors de la réalité de ce que vit leurs concitoyens. Et donc, en tant que journaliste, le fait de recouper évidemment le travail, parce qu'il y a toujours cette nécessité de vérification, de risque de manipulation, et donc la nécessité de recoupement. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que dans des mouvements aussi profonds que ceux-là, on la connaît pendant les révolutions, la révolution arabe ou ailleurs, il y a encore une flamme, une vraie flamme qui existe parmi ces journalistes citoyens dans la lutte qui est une vraie lutte là, contre l'arbitraire et contre l'autoritarisme, avec cette soif, à nouveau, au risque de leur vie, de faire connaître la réalité. Et on le voit aujourd'hui aussi dans cette crise. Et donc, je pense qu'il y a encore des lettres de noblesse qui, grâce aux réseaux sociaux, permettent effectivement de connaître la vérité. Donc, c'est je ne répondrai pas à votre question. Non, mais donc c'est lanceur d'alerte et alors après, c'est journalistes qui relayent ces informations en les vérifiant. Et c'est ensemble, évidemment, qui peuvent faire évoluer les choses. Et il est clair que pour les journalistes sur place, les correspondants sur place, il est plus facile de recouper la réalité du travail de ces lanceurs d'alerte que lorsque vous recevez ces informations via des agences internationales, et encore, parce que leur boulot est de recouper l'information aujourd'hui également. Mais donc, oui, dans ce contexte-là, il y a moyen de tout à fait combiner le travail et les méthodes traditionnelles du journalisme avec ce que sont des témoignages journalistiques ou des témoignages de citoyens dans ces pays et dans ces dictatures. Pour revenir sur ma question, c'était comment réguler? Est-ce qu'il faut une loi contre les fake news ou est-ce qu'il faut une autorégulation, comme le propose Jean-Jacques Jespers, avec des systèmes de désintox propres aux médias? D'abord, l'autorégulation, elle existe en Belgique. Aujourd'hui, et Jean-Jacques en sait quelque chose. Hein. Mais ça ne touche que les médias, ça ne touche que les médias officiels. Ça touche que les médias. Maintenant, effectivement, c'est compliqué parce qu'à nouveau, dans des pays, les pays anglo-saxons, je dirais le sacro-saint de liberté absolue d'expression qui permettent à un citoyen d'exprimer tous les points de vue, y compris les points de vue les plus mensongers, sans risquer effectivement d'être poursuivi. Et l'aspect universel de la circulation de cette information aujourd'hui rend effectivement très difficile, à nouveau, de localiser, je dirais, cette lutte contre les fake news, qui est une réalité globale aujourd'hui, est une réalité mondiale. Maintenant, à nouveau, lorsqu'il s'agit de l'information locale, je pense qu'il y a un arsenal juridique qui existe. Un citoyen peut à nouveau aller devant un tribunal, déposer plainte, s'il estime qu'effectivement, sa réalité ou son honneur est bafoué. Il y a des outils qui existent. Maintenant, le label, oui, ok, mais quels seront les critères d'établissement du label? C'est sans doute, évidemment, le sérieux du travail journalistique effectué, mais sans doute les moyens qui sont mis à disposition des rédactions pour effectuer ce travail, hein, l'effort et les moyens donnés au travail d'investigation qui prennent du temps, etc. Et on sait que dans un pays comme la Belgique, si on voit la difficulté du travail effectué par l'ensemble des rédactions, même s'il y a un retour, c'est vrai, à nouveau à la recherche d'investigation et à la recherche d'informations propres, il faut à nouveau établir des critères qui soient objectifs et qui sont très différents, évidemment, dans les moyens de pays à pays, puisque certains pays ont encore la chance d'avoir une presse qui dispose de moyens très importants pour effectuer de l'investigation. Et on voit que dans ce contexte-là, les journaux, quand il s'agit d'eux, ont tendance à augmenter aujourd'hui très largement leur tirage. La situation dans un pays comme la Belgique est beaucoup plus difficile. Mais Jean-Jacques Jespers, si on parle de ce label, c'est une question d'Evelyne Trebitsch, c'est est-ce que ceux qui sont plutôt des tenants des faits alternatifs ne diraient pas que ces labels, c'est de la censure d'État? Non, parce que ce n'est pas l'État qui doit attribuer le label. Moi, l'idée, c'est que les médias professionnels, ceux qui font profession de faire du journalisme au sens noble du terme, au sens où on l'entend ici, ces médias s'attribuent automatiquement eux-mêmes ce label et s'efforcent de continuer à le mériter. Alors, il faut savoir et décider qui va éventuellement le leur retirer. Une des pistes, c'est évidemment qu'on considère, par exemple, le conseil de presse ou le conseil d'autorégulation, en Belgique ça s'appelle le conseil de déontologie journalistique, soit éventuellement saisi de la question de savoir si ce label
ne doit pas être retiré à un journal, à une chaîne, à un média, parce qu'il a franchi des limites qui rendent ce label immérité. Mais c'est une réflexion qui s'élabore seulement, hein, il faut y réfléchir. C'est en dehors de toute intervention de l'État, évidemment, en dehors de toute intervention du gouvernement, évidemment. Alors, tant qu'on parle de l'État, oui. Oui, tant qu'on parle de l'État, moi je voudrais quand même qu'on parle ensemble de la médiatisation des conférences de presse, à la fois du Conseil national de sécurité, la conférence de presse qui était instituée presque quotidiennement, enfin quotidiennement au départ et maintenant tous les 2 jours, des experts et porte-parole de Cienzano. Est-ce que c'est une méthode de communication c'est de la transparence ou bien c'est de la propagande? Jean-Jacques Jespers. Je pense que c'est de la communication, en tout cas. Et la communication, elle se caractérise par le fait qu'elle a un objectif connatif, pour reprendre un terme emprunté à la linguistique, c'est-à-dire qu'elle veut nous faire adopter un certain type de comportement. Par exemple, des comportements de précaution, des comportements de distanciation. Ça peut être aussi une campagne de communication pour convaincre les gens d'arrêter de fumer ou de mettre leur ceinture de sécurité. Tout ce que les autorités publiques produisent comme messages sont des messages de communication, pas des messages d'information. L'information, elle vient après, quand on regarde ces messages, qu'on les analyse, qu'on les recoupe, qu'on les situe dans leurs objectifs et dans leurs effets potentiels. Donc, la conférence de presse, c'est une source. C'est pas une information, c'est une source d'information à partir de laquelle les journalistes doivent faire leur travail de décodage et d'explication. Ça, je suis d'accord, c'est le principe, mais on a vu que cette conférence de presse devenait en tant que telle un show. Est-ce que c'est la faute des médias de diffuser en direct d'office une conférence de presse après une longue discussion de plusieurs heures et d'en faire un show médiatique en tenant l'antenne le plus longtemps possible? On peut comprendre ça à LN24, qui est une chaîne d'information 24 heures sur 24, mais c'est peut-être moins le cas de l'RTBF ou RTL, Stéphane Rosenblatt. Je pense que là, il faut être, là encore, plutôt bienveillant dans l'approche. Alors, on peut discuter du contenu de la On est là langue. pour parler entre nous, hein, on peut quand même dire des choses, hein, on peut sortir. Mais je trouve que voilà, on peut discuter évidemment du contenu de ce long tunnel qui a précédé la conf de presse. Maintenant, c'est clair que la conférence de presse était attendue par la totalité de nos concitoyens parce qu'il y avait une demande d'information, et là, on ne peut plus précise sur la réalité de demain. Et donc, avec des attentes extrêmement pratiques. Et donc, cette communication, elle recouvre quand même une demande d'information extrêmement précise que l'ensemble de l'opinion publique belge, enfin non, même pas l'opinion publique, mais enfin des concitoyens, avaient vis-à-vis des décisions prises par le Conseil national de sécurité. Maintenant, c'est vrai que ce qui a précédé n'est vraiment pas le plus grand moment de la crise du Covid sur le plan journalistique, parce que tout le bien qu'on a pu, moi que je pense globalement du travail qui a été effectué lorsqu'on parle de contextualisation, etc., je pense que là, on est retombé dans nos vieux travers, c'est-à-dire de combler avec les moyens du bord, parce qu'effectivement, tout le monde pensait que la conf de presse allait démarrer beaucoup plus tôt, et donc ça a été comblé avec, à un moment donné, plus rien à dire. Mais la nécessité absolue est là, légitime, d'attendre le début de conférence de presse. J'imagine mal qu'un média allait rendre l'antenne et allait mettre un documentaire animalier avant le début de la conférence de presse. Donc, il y avait sans doute à nouveau une très mauvaise appréhension de la communication de la part du Conseil national de sécurité. Et je pense qu'il y a eu un débat là-dessus et le gouvernement en a tenu compte dans les conférences de presse qui ont suivi. Mais c'est vrai que l'exercice du tunnel et avec un expert, un journaliste amené à repasser en revue la totalité de l'encyclopédie de la crise du Covid depuis ses débuts pendant 2 heures, n'était pas le plus bel exercice journalistique, ça il faut en convenir. Mais à nouveau, je pense que dans ce moment-là, qui aurait rendu l'antenne et qui a pensé un instant que le gouvernement allait communiquer si mal qu'il allait attendre 22 heures pour des décisions si cruciales pour l'avenir du pays. Jean-Jacques Jespers, le gouvernement, le Conseil national de sécurité en a tiré des leçons, puisque les 2 conférences suivantes ont eu lieu vers 13h30 et 14h30. Est-ce que les médias en ont tiré, eux aussi, de leur côté, les leçons? Je suis un petit peu plus réservé. Moi, je trouve qu'une conférence de presse, c'est une source. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une information.
c'est une politique de communication de la part d'une autorité. Et donc, cette politique de communication, elle doit être analysée, on doit en tirer les informations fondamentales, bien entendu, mais ce n'est pas au Premier ministre de faire l'information, quelle que soit sa qualité. Ce n'est pas au Conseil national de sécurité de faire l'information, quelle que soit la qualité de ses membres. Je crois que ce n'est pas... évidemment, c'était très difficile d'imaginer qu'on ne retransmette pas cette conférence de presse dont, de toute façon, les médias avaient tellement fait la publicité que tout le monde les attendait. Et si on avait décidé de manière, je dirais, confraternelle, que c'était une source et que bon, on en ferait le compte-rendu, mais qu'on n'allait pas faire du direct, ben, ça aurait été, à mon avis, tout aussi bien. Je vous propose de passer le dernier quart d'heure qu'on a ensemble à peut-être parler de problématiques plus vastes du journalisme, à sortir un peu du Covid en tant que tel. Je voudrais vous parler de la représentativité, par exemple, qui existe dans le monde journalistique. Et Jean-Jacques, qui donne cours, peut se rendre compte de cela aussi parmi les étudiants. On se rend compte qu'il y a peu de diversité, peu de journalistes issus de maghrébins, par exemple, ou en télévision, peu de visages non blancs, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a un problème de diversité dans ce métier? Est-ce que c'est un métier qui n'arrive pas à conquérir toutes les populations belges et bruxelloises? Oui. Ah. Non, vas-y. Vas-y. Oui, Stéphane, vas-y. Dans la pratique, oui, il y a un problème. Et je l'ai vécu de manière directe à nouveau lors de la création de l'N24, où la volonté très très claire et logique pour un média est d'être le reflet le plus représentatif de la diversité de la société. On s'adresse à la diversité de la société, il est assez logique, en principe, que les personnes qui travaillent, y compris les journalistes, soient évidemment le reflet de cette diversité. Et il faut reconnaître que ça a été extrêmement difficile de construire une réelle diversité. D'ailleurs, vous n'y êtes pas arrivé. Et on y est, il faut le reconnaître, aujourd'hui, pas arrivé. Déjà, la diversité, qui n'est pas une diversité là, mais juste le principe d'équité homme-femme, 50-50 est difficile à atteindre. Mais quand on parle effectivement de la diversité issue, entre autres, de l'immigration, c'est extrêmement difficile. D'abord, peu de candidats voilà, ne travaillant pas sur le principe de nouveau de la discrimination positive, oui, il y a encore un gros travail à effectuer. De dire qu'aujourd'hui, alors il y a un mieux sans doute, mais de dire que, et je dis c'est intéressant l'N24 parce que c'est un média jeune, donc on peut dire qu'on part de zéro, et autant dans des médias, je dirais, constitués, entre autres des médias audiovisuels qui évidemment ont construit leurs effectifs sur base d'historique et de mélange de générations de personnel qui se sont rajoutés au cours du temps. Ici, on pouvait effectivement décider avec une volonté éditoriale claire de ce qu'on faisait et donc d'être ce reflet. Et il faut reconnaître que là encore, l'objectif il n'est pas atteint, malgré vraiment le fait de se l'être rappelé en permanence. D'abord parce que la représentativité de cette diversité dans les écoles, elle n'est pas réussie aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait à nouveau la représentativité au sein des écoles de journalisme pour parler d'elles, de ce qu'est la réalité de la société aujourd'hui, c'est un fait. Et donc, même si, donc sans en passer par je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais je dis aujourd'hui, par la simple candidature spontanée des gens ou la recherche sur le marché pour trouver effectivement des gens pour constituer des équipes, c'est extrêmement difficile d'avoir aujourd'hui des équipes représentatives. Et donc le combat est loin d'être gagné, malgré les efforts qui sont faits à différents niveaux pour encourager cette diversité. Jean-Jacques Jespers. Les baromètres, notamment du CSA, les baromètres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, montrent qu'il y a des petites évolutions, mais des évolutions marginales quant à la diversité de recrutement dans les rédactions. Il reste des choses très paradoxales. Par exemple, si vous regardez un auditoire dans une école de journalisme, 85% à peu près des étudiants sont des jeunes femmes, mais quand vous êtes dans les rédactions, la proportion s'inverse et plus on avance en âge, moins il y a de femmes
dans les journalistes. Donc, déjà, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très paradoxal. Mais la représentation la plus déficitaire, c'est une représentativité sociale. Et pas seulement dans les recrutements, mais aussi dans la question de savoir qui a la parole dans les médias. Si on regarde qui a la parole dans les médias, les gens les plus défavorisés, ce sont les ouvriers, les chômeurs, les petits indépendants, les petits artisans, les agriculteurs, etc. Ils représentent un pourcentage absolument infime de la prise de parole en comparaison avec les intellectuels, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques, les sportifs, etc., qui sont très, très, très nettement au-dessus, alors qu'ils représentent sociologiquement une minorité beaucoup plus, beaucoup plus que ceux dont je parlais avant. Donc, il y a des efforts à faire. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on donne la parole plus ou moins à certaines catégories qu'on fait une information plus exacte ou plus précise. Les journalistes sont évidemment attentifs à respecter leur déontologie, quelle que soit la personne à laquelle ils donnent la parole. Mais je crois qu'il y a quand même un effet sur la manière dont on regarde le monde du recrutement, notamment dans les rédactions, et du recrutement des interlocuteurs dans les personnes auxquelles on donne la parole. Alors, autre problématique, c'est de se dire, est-ce que ce métier a de l'avenir? Est-ce que l'intermédiaire journalistique a de l'avenir entre le public qui se fragmente de plus en plus et l'information qui est la dose d'information qui est énorme? Est-ce que ce rôle d'entonnoir que joue le journaliste a encore du sens aujourd'hui et demain? Jean-Jacques, j'espère. Ou bien non, Stéphane, vas-y. Non, mais on en revient au paradoxe dont on parlait au début, c'est-à-dire je pense que l'avenir en termes de nécessité plus que jamais, c'est plus que jamais vital pour l'exercice sain de la démocratie, d'avoir effectivement cet entonnoir qui fasse le tri en tout cas du vrai et du faux et cette mise en perspective. Mais à nouveau, le paradoxe, c'est que les conditions d'exercice du métier de journaliste sont de plus en plus difficiles et les moyens qui sont mis à sa disposition pour pouvoir remplir cette mission est de plus en plus difficile, d'où effectivement des gens qui quittent le métier et parfois de la désespérance, effectivement, parce que beaucoup de journalistes, il faut le rappeler, on parlait de gens vivant dans la précarité, mais beaucoup de journalistes vivent aujourd'hui dans la précarité, en dehors de ceux que le public connaît au travers des grands médias et des visages connus, mais c'est un métier qui s'exerce dans des conditions aujourd'hui extrêmement, extrêmement difficiles. Et donc, faire aujourd'hui une carrière journalistique est devenu, y compris de manière matérielle, quelque chose d'extrêmement difficile et où il y a de multiples raisons en fait, pour changer de métier. Mais ça n'a rien à voir avec la nécessité démocratique de l'exercice de ce métier. Et un des enjeux, mais qui, hélas, est aujourd'hui est encore plus au cœur de cette crise du Covid, j'espère n'est pas un vœu pieux, mais un des enjeux majeurs dans le journalisme comme dans d'autres secteurs, on parle du secteur culturel et autres aujourd'hui, c'est évidemment de refinancer, en tout cas pour assurer la diversité, mais le pluralisme surtout, de l'expression démocratique des médias, c'est évidemment d'assurer un financement correct qui permette que cette diversité, ce pluralisme soit simplement une réalité et ne soit pas un simple pare-feu ou un simple nuage de fumée derrière lequel il n'y a rien, parce qu'il n'y aurait qu'à nouveau un traitement ou un retraitement ou un retraitement d'informations qui n'a plus rien d'original, qui n'a plus rien de native pour ceux qui l'amènent, et de ne pas avoir que des agrégateurs d'informations qui n'ont pas eux-mêmes été cherchés. Et bon, c'est un enjeu tout à fait majeur. Je pense que beaucoup de nos citoyens ne voient pas d'ailleurs, parce que dans l'image négative qu'ils ont du métier du journaliste, dont on a parlé pour à nouveau de multiples raisons, comme une des institutions dans laquelle ils n'ont pas confiance. Évidemment, ça n'aide pas aujourd'hui à faire prendre conscience de la nécessité de ce refinancement, y compris dans l'opinion. Donc oui, plus que jamais, le métier est indispensable et il a de l'avenir si on veut que la démocratie perdure, c'est certain, mais il n'a jamais été autant en péril, même s'il y a, oui, des vagues d'espoir. On le voit aux États-Unis, entre autres, et on voit finalement que lorsqu'il est vraiment sous une pression mortelle, avec un pouvoir, là on parle en démocratie, qui veut vraiment l'éteindre, alors bon, il y a, on voit avec la montée de la consommation numérique des grands journaux, de certains, de 2 ou 3 grands journaux américains, mais derrière ces 2 ou 3 grands journaux américains, il y a
vaste désert, qui est le désert de la presse locale, qui est le désert de la presse audiovisuelle locale, et donc un appauvrissement incroyable du pluralisme, y compris dans des grandes démocraties comme les États-Unis aujourd'hui. Alors Jean-Jacques J'espère, est-ce que vous partagez cet avis-là? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 18 ans qui vient vous dire « j'aimerais faire du journalisme, ça a l'air chouette ». Vous lui dites « vas-y ». Si il se borne à dire que ça a l'air chouette, je pense que sa motivation n'est pas extrêmement forte. Je vais d'abord essayer de savoir s'il a d'autres idées ou d'autres aspirations, quels sont ses modèles, quelles sont ses visions du métier. Ce qu'on remarque de toute façon, c'est que chaque fois qu'on fait une enquête auprès des journalistes, ils ont une vision extrêmement haute et extrêmement noble de leur métier. Ils se considèrent vraiment comme les chiens de garde de la démocratie, etc. Mais ce qu'ils disent aussi, et surtout les jeunes journalistes, ceux qui travaillent dans des conditions précaires, qui sont pigistes, avec des rémunérations qui parfois confinent à la pauvreté, ceux-là, ils vous disent, oui, les idéaux, on les a, mais la réalité quotidienne, ce que nous demandent les médias pour lesquels on travaille, c'est tout à fait autre chose, et c'est vraiment de travailler beaucoup dans des conditions très difficiles et pour produire des choses qui ne sont pas de qualité. Tout simplement parce que les moyens ne sont pas là, parce qu'il y a eu des plans sociaux, parce qu'il y a de moins en moins de journalistes salariés, de plus en plus. 25% des journalistes belges francophones aujourd'hui sont sous le statut de soi-disant indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont très très dépendants de ceux qui leur passent des ordres. Et donc, il y a une sorte de déception. Cela dit, malgré tout, ce qu'on constate, nous en tout cas, à l'école de journalisme de Bruxelles, c'est qu'il reste toujours un nombre quasi identique de candidats qui se présentent au master en journalisme. Beaucoup de Français, ça c'est une caractéristique. Il y a des Français qui viennent chercher en Belgique un enseignement auquel ils n'ont pas accès en France, parce que là, les grandes écoles sont à accès conditionnel, il faut passer des épreuves d'admission, etc. Mais malgré tout, il y a quand même toujours de candidats, et on remarque que leur ambition est toujours aussi noble, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à la réalité. Alors, cette conférence est faite sous la coupole des 60 ans du CCLJ, donc j'aimerais quand même, pour terminer, vous poser à chacun une question un peu en la matière. C'est souvent dans la communauté juive, laïque ou pas laïque d'ailleurs, on trouve soit qu'on parle trop d'Israël et des Juifs, soit pas assez. Et c'est toujours un équilibre difficile à régler. Alors, peut-être commencer par vous, Jean-Jacques J'espers. Vous, avec vos 33 ans à l'RTBF, votre vision du journalisme au jour le jour sur une chaîne télé, est-ce que vous en avez fait trop ou pas assez pour parler de la communauté juive et du conflit au Proche-Orient? Ce sont deux choses différentes. Bien Ce sont sûr. deux choses différentes. Et ça, c'est très important. Je pense que l'information sur le conflit au Proche-Orient est évidemment toujours assez importante, toujours assez abondante. Là où on commence à avoir des problèmes, c'est quand on compare ou quand on entre en comparaison entre ce conflit, la manière dont il est vécu sur place et les répercussions qu'il peut éventuellement avoir ici et maintenant sur des communautés, pas seulement sur la communauté juive, mais sur d'autres communautés aussi, et sur les regards que ces communautés portent les unes sur les autres. Et là, effectivement, on voit apparaître des protestations, des polémiques, des reproches qui sont adressés aux médias dans un sens ou dans l'autre, mais vraiment dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ça reste une question extrêmement difficile dans laquelle les sensibilités sont exacerbées, et ça a toujours été. Je dirais que depuis, grosso modo, depuis la guerre de 1967, depuis la guerre des 6 jours, on a cette opposition entre les thèses des uns et des autres et des sensibilités exacerbées sur ce sujet. Plus que sur d'autres sujets. Oui, peut-être plus que sur d'autres sujets, parce que ça touche à des réflexes historiques, à des sensibilités très, très compréhensibles. Hein. Et parce qu'il y a une répercussion
ici et maintenant. Il y a une répercussion dans nos villes, dans nos, dans nos, dans nos pays, et qui est vécue au jour le jour. Alors, Stéphane Rosenblatt, comment vous avez vécu aussi, vous aussi, dans ces 32 ans de journalisme à RTL et maintenant les quelques années à LN24, les quelques mois plutôt, ces critiques venant de tous côtés? Est-ce que ça remettait en Je pense cause qu'il y a, votre manière de voir les choses? oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, à nouveau, en ce qui concerne la communauté juive et les problèmes de l'antisémitisme, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même dans les médias, évidemment, de la sensibilisation au risque de l'antisémitisme. Je ne pense pas qu'il y ait un réel problème, je parle des grands médias ici, dans la manière dont l'antisémitisme serait, ou les dangers de l'antisémitisme seraient mis en avant par les médias. Il y a quand même une responsabilisation et une prise de conscience qui existe. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un réel problème, et on l'a vécu encore avec voilà, la résurgence de l'antisémitisme tel que nos pays ont pu le vivre ces dernières années. Il y a un travail qui est quand même fait maintenant sur le Proche-Orient. Je pense que il y a deux choses. Alors, de manière désespérée, je pense qu'on ne parviendra jamais à contenter, quoi qu'on dise souvent, à contenter les soutiens, que ce soit les soutiens d'Israël, que ce soit d'autres soutiens, sur le fait que le travail est effectué de bonne foi. Je pense qu'il y a une remise en question permanente, profonde, de la bonne foi des journalistes dès qu'on touche à la manière de couvrir le conflit israélo-arabe, quelle que soit la bonne volonté que vous pouvez y mettre. Je pense que c'est très, très, très difficile d'avoir cette ligne de crête dans laquelle vous essayez de couvrir le conflit israélo-arabe comme vous couvririez n'importe quel autre conflit sur la planète, de par, à nouveau, l'aspect, on en a parlé, l'aspect émotionnel extrêmement fort qui est lié, les représentations qu'il y a. Mais il y a quand même une évolution très forte ces dernières années, parce que les choses étaient vécues, je ne dis pas qu'elles l'étaient, mais étaient vécues comme tout blanc, tout noir, par les deux communautés, dans un monde qui apparaissait assez bipolaire. Hein, le soutien d'Israël, ennemi du monde arabe, dans un Moyen-Orient, effectivement, totalement uni contre Israël. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les conflits, c'est la Syrie, ce sont les alliances avec l'Iran, c'est le rapprochement militaire ou technologique d'Israël avec certains pays, ou stratégique avec certains pays arabes du Golfe, hein, les Émirats ou même l'Arabie saoudite, sur le plan technologique. Donc on voit les lignes, en fait, quand même, aujourd'hui, être moins claires qu'elles étaient avant. Et donc je pense que ce côté, à nouveau, de combat, et donc ça entraîne, en fait, je pense, vu d'ici, une certaine recomplexification, si c'est encore possible, de ce conflit dans les yeux de l'opinion qui n'y comprend encore moins qu'est-ce qu'il comprenait avant, et un désintérêt surtout. Je pense qu'il y a un moins grand intérêt nettement aujourd'hui où la communauté juive reprochait aux médias de surreprésenter Israël négativement, hein, ou positivement, et de surreprésenter le conflit israélo-palestinien dans la litanie des conflits de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, tu auras raison, a été ramené beaucoup plus loin par rapport à d'autres conflits, parce qu'on voit bien qu'il est beaucoup plus difficile à traduire. Et une des choses qui était fort reprochée, c'était justement la simplification qu'on pouvait donner à ce conflit, hein, avec une vision assez binaire entre Israël et ses, entre guillemets, ennemis. Ben aujourd'hui, d'abord, la société israélienne a profondément changé elle-même, et il est difficile aujourd'hui, je pense, pour une partie des communautés d'analyser de manière simple la démocratie israélienne comme elle pouvait être analysée il y a une vingtaine ou il y a une trentaine d'années. Et c'est encore plus difficile d'analyser dans la complexité de ces relations internationales. Donc, le conflit israélo-palestinien n'est plus vécu, je pense, de la même manière qu'il l'était il y a quelques années. Bien, merci messieurs d'avoir ajouté un peu de complexité dans la réflexion de tous sur le journalisme. J'espère qu'on en sortira tous avec des réflexions. Et il y a eu pas mal de réactions, notamment sur ce qui est sur le rôle des scientifiques, le rôle de l'OMS. On n'est pas rentré tellement dans ces problématiques-là, parce qu'on essaie de s'attacher un peu plus au journalisme et à ce qui se passe chez nous. En tout cas, merci à tous de votre participation. Je vais laisser le mot de la fin à l'organisatrice, Sylvie, que je remercie ici pour l'organisation de tout. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à tout le monde et merci à
à Jean-Jacques Jespers et à Stéphane Rosenblatt pour avoir participé à ce rendez-vous Zoom. C'était vraiment très intéressant et voilà. Et espérons que le prochain rendez-vous soit physique dans les locaux du CCLJ. Voilà. Absolument. Merci mille fois et très bonne soirée. Volontiers. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde.